Mais déjà, on peut commencer peut-être par cette question de l'auto qu'as dicho, l'auto. Moi, j'étais curieuse aussi de savoir pourquoi vous vous méfiez. Bon, j'imagine un peu, mais j'aimerais bien que. Espagnol, si tu veux. D'accord. Moi, je peux pas parler en espagnol, mais toi. D'accord. Oui, bueno, pero tú entiendes, ¿verdad? El francés. De toute façon, tu comprends le français, hein? Je réponds en espagnol, mais je parle en français, comme ça c'est plus facile. Il y a moins de travail pour les traducteurs, peut-être. Je pense que ça va s'allumer. Non, le micro ne marche pas. Attends, sinon... Bon. ¿Quieres empezar tú? No, empieza tú con esto. En español, ¿no? En lo que tú quieras. Lo hago en francés, c'est así. Sí. En fait, c'est plutôt à travers la pratique, à travers l'expérimentation, se rendre compte de limitations propres qu'on n'aurait pas rencontrées sinon. C'est-à-dire devenir aussi on va dire de penser, où il y a beaucoup le terme auto comme autonomie par exemple, comme autogestion, et qui sont en fait des choses qui sont très basées sur l'individualité, sur la possibilité d'une île, on va dire, sur le fait de pouvoir construire des communautés qui seraient pas en contact avec le reste, qui seraient pas en dialogue, qui seraient pas en conflit. Donc c'est vrai qu'on a utilisé auto-expérimentation parce que ça a un certain sens d'expérimenter sur soi, sauf que c'est jamais vraiment sur soi, c'est avec les autres, c'est sur les autres, c'est entre, voilà. Donc c'est aussi de revisiter un peu des concepts qu'on utilise et qui sont pas forcément très bons. Oui, parce que en fait, vous avez, les deux, vous avez beaucoup insisté sur le fait que c'était pas qu'une transition individuelle, disons, mais que c'était toutes les personnes qui étaient autour de toi qui transitionnaient en quelque sorte aussi, non? Au-delà du fait de qui reçoit la molécule ou qui l'injecte, c'est une circulation, non? C'est un peu ça. Sí, creo que es que. Oui, je crois que. Creo las dos. Cette idée de transition collective, pas seulement dans le cas de transplant, mais aussi dans les cas transgenres, moi je les conçois de la même façon. Non seulement il y a la personne qui est en transition, mais pas forcément d'un sexe à l'autre, mais dans cette transition, en tout cas, une personne modifie les personnes de ses alentours. Et chaque fois qu'elle interagit avec quelqu'un, la relation change, le prénom change, la manière de définir cette personne. Ça fait que cette personne n'est pas la seule à transitionner. Et donc avec Transplant, finalement, on travaille beaucoup sur ces processus transgenres. Qui vont beaucoup plus loin que des postures individuelles, sinon qui transforment la société de par les normes culturelles, sociales qui sont bougées, qui se transforment, et donc qui engagent un changement social à partir de postures qui, encore une fois, pourraient être considérées auto, individuelles, alors qu'on voit qu'au bout d'un moment, ça fait changer vraiment les normes sociales. Et ça a à voir un peu avec la question sur la maladie, où c'est aussi une pathologisation qui existe, des normes de pathologisation, et qui évoluent aussi au fur et à mesure, par exemple au niveau du code du DSM, du code de diagnostic de santé mentale, où à un moment ça apparaît comme un désordre pathologique et après ça disparaît. Donc tout ça, c'est évident que ça montre que c'est pas des questions individuelles. Voilà. Okay. Y una cosita, claro, porque ahora pensaba un poco en esto de
Une petite chose, je réfléchissais aussi à cette question du collectif, qui non seulement est associé à ce qu'on considère de l'identité trans, mais plutôt à une identité sexuelle dissidente. Si par exemple, si je me définis dans une certaine situation, un contexte, si on a envie de modifier le lien avec ce qui m'entoure, et ça a à voir avec les procédés trans, mais aussi avec toutes les luttes et toutes les histoires qui sont liées au sexe dissident. Et c'est en ça qu'on se connecte. Tout est toujours question d'interprétation, d'un traitement social, parce que nous sommes des humains et que donc tout ce dont nous parlons, finalement, a toujours notre patte. Et donc, oui, il y a toujours des problèmes de nomination, de classification. Là-dessus, Martha, vous avez beaucoup travaillé aussi. Et en même temps, ce qui fait que quand tu as pris cette substance sur laquelle j'aimerais dire des choses aussi, mais et qu'elle est dans ton corps, ben, il y a quelque chose en toi qui réagit, tu vois. C'est-à-dire la norme, elle est aussi intériorisée, héritée, inscrite quelque part dans le fait que c'est pas toi et c'est pas la société qui décide combien de temps cette substance va être active, quels effets elle va produire dans tes cellules et la manière dont elle peut t'amputer, t'empoisonner, te tuer ou te donner un corps glorieux, tu vois. Donc, il me semble que bien sûr, il y a toujours du social, du collectif, et c'est très important de le dire, mais je crois qu'en même temps, c'est pas un gros mot de dire que il y a aussi des choses que je ne vais pas appeler individuelles, mais qui sont de ce qu'on appelle de l'ordre du biologique, en fait, de l'ordre d'une naturalité, de systèmes de régulation et de normativité dont nous ne sommes pas les auteurs ou les ingénieurs, en fait, avec lesquels on peut plus ou moins cohabiter, manipuler, mais qui sont quand même malgré tout présents. Ça, c'est un point. Et ensuite, ce que je voudrais dire, c'est sur la substance, en fait. Parce qu'en fait, évidemment, quand on parle des processus trans, moi, je lui ai tout de suite demandé, j'adore ce préfixe trans, mais ça veut dire quoi, en fait? Et effectivement, c'est comme auto. Il a plein d'usages trans, hein, c'est magique. Et en fait, évidemment, on pense aussi aux expériences de Preciado que vous avez citées sur la testostérone. Et en fait, si on compare la testostérone et la chlorophylle, dans notre imaginaire, est beaucoup plus sympathique que la testostérone. On fait des chewing-gums à la chlorophylle. On a envie d'en ingérer de la chlorophylle. On se dit... Et puis, parmi les processus vitaux, la photosynthèse, tout ce que fait la chlorophylle, je sais pas, moi, ça a toujours été pour moi l'enjeu d'une sorte d'émotion devant la beauté de la vie et puis devant ces choses qui ont l'air simples et tellement efficaces et tellement extraordinaires. Et en fait, on se rend compte que ingérer de la chlorophylle, enfin absorber de la chlorophylle en soi, ça a l'air infiniment plus risqué, dangereux que d'ingérer de la testostérone avec laquelle on se risquerait moins peut-être à faire des chewing-gums, même si ça doit sans doute exister, avec un effet moins peut-être garanti pour la laine, je ne sais pas. Mais là encore, j'aurais une réponse un peu mitigée dans le sens où, par exemple, cette substance, il y a une dosification qui a été faite, il y a eu un protocole d'administration qui a été fait, et donc en fait, au minimum, on était 2 personnes. C'est-à-dire, c'était vraiment, on est vraiment comme dans... En gros, le point commun de toutes nos performances, c'est que moi, je suis sur une table. Il me met des aiguilles et ou fait d'autres choses. Mais je veux dire, il y avait autant de subjectivité de sa partie que de la mienne. Donc je pense pas qu'on puisse isoler uniquement l'effet de la chlorophylle dans mon corps, parce qu'il y a un protocole, il y a une action qui fait la manière dont cette chlorophylle va rentrer dans le corps. Et après, il y a les réactions avec la lumière, etc. Et le public, les gens qui accompagnaient, les gens qui nous ont appris... certaines techniques aussi, les gens qui nous ont vendu la chlorophylle sans savoir pourquoi on allait l'utiliser. Donc il n'y a pas que des intersubjectivités, on va dire, pactées, il y en a quelques-unes où là on était plus dans le hacking. Donc certes, l'effet de la chlorophylle, pas par absorption, mais si on la mange, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas photosensible en général, elle est modifiée comme pour les chewing-gums, etc. Le problème c'est dans le sang, parce que pour plein de raisons, mais là c'est des trucs plutôt techniques, mais... Il y a eu effectivement l'effet sur la gestion, on va dire, biologique
sociales à la fois, biosociales, bioculturelles. Mais il y a eu aussi, c'était surtout les interrelations que ça provoquait, les réactions, les questions, les stupeurs, c'est du n'importe quoi, de tout. Donc ça, c'est vraiment un outil de questionnement des normes parce que les réactions ont été très diverses et variées. Je pense qu'il faudrait aussi donner la parole au public si quelqu'un veut poser des questions ou non. Pas forcément à nous d'ailleurs. Ou bien réagir à quelques points que ce soit qu'on a évoqués, oui. Là, il y a... Oui, c'était pour revenir sur la deuxième partie du débat. Enfin, j'ai beaucoup aussi aimé ce qu'a montré Quimeras Rosas. Je trouve que la question un peu l'anthropocène a-t-il un sexe a été assez vite évacuée au profit d'autres questions. Et moi, j'ai envie de la reformuler un peu sous d'autres formes, c'est-à-dire quelle est la responsabilité égale ou inégale des hommes, des femmes ou plus largement selon le genre dans les causes du changement climatique? Quels sont les effets aussi inégaux qui peuvent de ces bouleversements climatiques sur selon le genre que l'on vit? Quelle est aussi la question du patriarcat aussi dans l'anthropocène, dans ce système en fait de pensée qui amène à l'illusion de la maîtrise du climat, quoi. Est-ce que la pensée patriarcale, hiérarchique, etc., ne fait pas partie du problème qui a amené à vouloir avoir l'illusion d'avoir une maîtrise totale sur la technique, sur le climat et à vouloir cette maîtrise? Je voudrais évoquer le fait qu'il y a des chercheurs et des chercheuses féministes qui aujourd'hui parlent d'androcène pour parler de cette question et de cette inégale répartition des responsabilités. Et enfin, je voudrais dire aussi qu'il y a... est-ce que cet anthropocène, il n'est pas le résultante aussi d'une pensée binaire qui est beaucoup dénoncée par l'écoféminisme notamment, qui oppose les hommes dans un rapport hiérarchique à l'animalité, la féminité, la naturalité, les autres cultures, etc. Voilà plein de questions autour de ce sujet. Je crois que vous n'avez pas, enfin, vous n'attendez pas de réponse en fait. Vous aviez déjà une certaine lecture. Moi, ce qui me frappe, parmi les choses qu'on n'a pas dites, c'est qu'en fait, il me semble que c'est frappant de voir à quel point la question, vous êtes méchant quand vous dites qu'on a abandonné la question, parce qu'on est quand même revenu dessus à la fin avec la question de la fécondation, de la fécondité, de toutes ces choses-là qui sont quand même des questions intensément sexuelles en fait. Hein. Mais justement, l'idée que le climat aussi, disons, les avatars du climat ont aussi un rapport avec la question de la virilisation. De la virilité, vous voyez, que font les perturbateurs endocriniens dans cette affaire en termes de sexualisation des corps, de mise en danger de la question de l'avenir de l'humanité à travers voilà, les problèmes de fécondité. J'entends tout à fait tout ce que vous dites et évidemment, c'est pour ça que je dis vous n'attendez pas de réponse, c'est qu'en fait, c'est une certaine lecture du problème qui a tout à fait sa cohérence et qui donne lieu à des recherches extrêmement pertinentes et percutantes sur ces questions. Donc moi, je n'ai pas du tout à contester ce que vous dites, au contraire, je trouve que c'est tout à fait central. Après, ce que j'observe, c'est que quelqu'un comme Haraway, qui a discuté le terme, qui a proposé d'autres termes, malgré tout, sur toute cette question du rapport des femmes à la technique, etc., elle a toujours dit, et je trouve que son attitude a quelque chose de sensible et d'intéressant, que les femmes ne pouvaient pas s'en laver les mains en fait. Et c'est tout le principe de sa cyborg philosophie des années 80 et qu'elle n'a cessé de reprendre après. C'est-à-dire, c'est trop facile de dire un peu, on a... enfin, ça a du sens, mais il y a une sorte
facilité dans cette affaire de dire finalement c'est l'homme blanc occidental qui est la cause de tout et tout le reste n'est pour rien dans cette affaire. Que les femmes n'en font pas partie, que les autres peuples n'en font pas partie. Finalement, c'est une histoire globale dans laquelle tout le monde est plongé. Je dirais c'est comme... je sais pas, ça serait comme dire, finalement, il n'y aurait pas d'atmosphère s'il n'y avait pas eu les bactéries à un moment, ou la chlorophylle à un moment. Et donc, en fait, avoir une vision sur les interrelations qui existent. Et bien sûr, ces interrelations, elles sont toujours liées à elles impliquent toujours des phénomènes de domination, des phénomènes de hiérarchie, des phénomènes... Mais l'idée que personne ne puisse vraiment... Enfin, c'est trop facile de s'en laver les mains et de rejeter la faute sur des choses qui ont déjà eu lieu de toute façon et sur lesquelles finalement ni vous ni moi n'avons jamais eu à prendre de décision, vous voyez. L'histoire de la machine à vapeur, l'histoire de l'extraction du carbone, l'histoire de l'exploitation du pétrole, Enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'y être pour quelque chose, vous comprenez. Donc, je suis d'accord qu'on peut reconstruire cette histoire, chercher le coupable, mais à quoi ça nous mène finalement dans tout ça? Maintenant, on est tous plongés dans une affaire, et certains plus que d'autres à différents titres, je l'admets. Mais j'ai une petite réserve en fait. Voilà, c'est pour ça que peut-être on n'est pas assez rentré là-dedans dans la discussion à votre goût, mais parce que moi j'ai une sorte de réserve par rapport à... Je trouve qu'il y a une facilité dans cette explication à la fin, en dépit de tout ce qu'elle nous permet de voir et de dire. Voilà, je vous explique juste pourquoi moi j'en ai moins parlé, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de pertinence. En tout cas, moi je voudrais ajouter que pour moi, il ne s'agit pas tellement d'hommes et de femmes, mais d'idéal, par exemple, d'une certaine masculinité ou de certaines masculinités. Ça a été très étudié aussi par des chercheuses féministes et autres. C'est-à-dire que les hommes, ce qu'on appelle les hommes, ont été aussi attrapés dans cet idéal de virilité phallocentrique, et même on évoquait tout à l'heure avec la personne qui a fait un entretien radiophonique avec moi, ce concept de Derrida qui est le carno-phallocentrisme. Donc l'idée que cette virilité conquérante, dominante, c'est évidemment que ça touche les hommes. D'abord, certains hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été écartés, mis à l'écart de cet idéal, bien sûr, mais qui touche aussi les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui assument cet idéal de virilité aussi pour elles-mêmes aussi. C'est-à-dire que les discours essentialistes qui disent que les femmes sont plus proches de la nature par nature, donc c'est un peu la boucle, et que les femmes sont douces par nature ou qu'elles seraient plus écologiques par nature, etc. Ça me semble très peu réaliste et en même temps très peu productif aussi. La technique nous rappelle à l'ordre via cet écran en nous disant que nous devons conclure. Donc, merci. Oui, merci là. de votre attention et de votre patience. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Merci.